Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va chier. Aujourd'hui, donc, critique de la saison 2 de Lupin. Première saison, évidemment, pour ceux qui suivent la chaîne, que je n'avais pas aimé. Et donc là, je me suis dit, tiens, peut-être que ça s'est amélioré. Notamment sur toutes les incohérences scénaristiques. En gros, enfin, sur le scénario. Bon, bref. Et en fait, c'est pire que la première saison, et donc on va devoir évidemment en parler dans cette vidéo. Alors tout d'abord, c'est vrai que Netflix, ils sont quand même assez forts, ils sont forts sur la communication, hein, parce que depuis quelques jours, tu sais, t'as une petite vidéo qui circule avec Omar Sy, qui fait un parallèle avec l'Euro, qui s'ouvre aujourd'hui, et donc voilà, Lupin, il est derrière les joueurs, gna gna gna, etc. Et puis après, évidemment, t'as la com sur la saison 2 en elle-même, et donc là, tu vas avoir donc les réalisateurs qui vont succéder, dont Hugo Gélin, qui lui va t'expliquer par exemple que il a utilisé une véritable échelle, l'échelle des catacombes, tu vois, pour plus de réalisme. Et juste derrière, t'as l'autre réalisateur qui va t'expliquer que lui, pour plus de réalisme, eh bien, il a tout filmé à l'épaule. Ok, donc on te vend du réalisme, sauf que, eh bien, le scénario ne l'est toujours pas. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, le scénario de Lupin saison 2, ce ne sont qu'une succession, en tout cas c'est un festival, mais vraiment un festival, de choses, d'incohérences, de choses sorties du chapeau. En gros, suivant l'expression, ta gueule, c'est magique. C'est tout en mode comme ça. Tu l'acceptes pas, mais en gros, c'est comme ça. Et donc, ce qui est super agaçant, c'est qu'en gros, dans cette com de Lupin qui est soi-disant fabuleuse, on te vend du réalisme à tout crin, alors que le scénario ne l'est jamais, quoi. En gros, en tout cas, à 90%. Et puis, autre chose, avant d'aborder les aspects négatifs de cette saison 2, c'est de parler juste un petit peu quand même du malentendu, quoi. C'est-à-dire que, en gros, cette série, il faut bien comprendre qu'elle a fait un tabac, un carton. D'ailleurs, dans les commentaires de la précédente vidéo sur Lupin, on m'a dit quoi, t'as pas le droit de dire ça parce que t'as vu le nombre de fois que ça a été visionné, Lupin, etc. Bon, comme si, bon, déjà ça c'était un gage de qualité, je sais pas où ils sont allés chercher ça, mais enfin bon, bref, c'est pas grave. Et puis c'est vrai qu'on se dit, mais comment une série quand même aussi mal écrite peut remporter comme ça cette espèce, pas d'unanimité, mais comme ça, voilà, succès populaire absolu. Et moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose sur la forme, et sur la forme qu'il faut le rappeler, qui est très propre, hein. C'est-à-dire que si tu veux, il n'y a pas de véritable inventivité dans la mise en scène, il n'y a pas de véritable originalité, mais c'est très propre, Lupin. Très franchement. C'est-à-dire, il y a des beaux plans, c'est bien fait, il y a du budget, il n'y a pas de problème. T'as un Omar Sy, bon, moi, vous le savez, moi, j'aime pas trop cet acteur, mais bon, il est hyper charismatique. Alors, je reviens juste très rapidement sur Omar Sy. Oui, c'est pas un acteur que j'apprécie. Cela dit, voilà, il y a peut-être deux rôles où je l'ai bien aimé, c'est dans Intouchable et dans Samba, hein, de Nakache et Toledano. Après, tout le reste, moi, je suis désolé, hein, voilà, c'est vraiment pas un acteur que j'apprécie. En même temps, c'est vrai que dans cette saison 2, c'est pas pour le défendre, mais c'est vrai qu'il va pas être super aidé, si tu veux, par des dialogues, mais d'une indigence, voilà quoi. Le truc, c'est que on est véritablement, pour moi, dans un malentendu avec ce Lupin, parce que c'est vrai que on peut très facilement se laisser embarquer, se laisser bluffer, se laisser épater, éblouir par cette fameuse forme. Et quitte à ne pas voir les carences scénaristiques, parce que je peux vous dire qu'il y en a, mais un paquet, quoi. Et pourtant, ils sont même plusieurs scénaristes quand même sur Lupin. Et c'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a comme un effet presque hypnotique, en fait, quand on regarde cette série, à se dire « Ouah, putain, c'est trop bien fait, ah ouais, c'est un peu comme les Américains et tout, machin, oh, c'est vachement bien et tout. » Et puis du coup, on passe à côté, en fait, de tout ce qui va pas dans cette série. Moi, ça m'a quand même vachement surpris, ces retours sur la première saison à l'époque. Alors peut-être que là, peut-être que les gens vont y revenir, j'en sais rien, mais vraiment c'est surprenant. Et je pense que Lupin, quand même, ça reste quand même un gros malentendu, quoi. Alors maintenant, dans cette vidéo, je vais commencer à spoiler tous azimuts. Alors si vous n'avez pas vu cette saison 2, eh ben vous regardez les 5 épisodes dispo sur Netflix et vous reviendrez me voir. Alors évidemment, ça commence tout de suite là où ça s'était arrêté, c'est-à-dire ce fameux cliffhanger du flic qui est sur la plage d'Étretat et qui interpelle Omar Sy et qui lui fait Lupin, il se retourne et boum, ça s'arrêtait là. Et là, ça reprend exactement à la même chose. Et donc, là, on se dit, ah, il va peut-être y avoir un truc assez, voilà, une tension assez sympa, parce que ça y est, il l'a trouvé, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais un espèce de délire scénaristique où tu comprends pas, mais vraiment, tu comprends pas comment
des scénaristes peuvent valider des choses pareilles, c'est-à-dire que là, carrément, le flic décide d'aider Omar Sy, voilà, il regarde même les bras croisés Omar Sy en train de défoncer une voiture, tu sais, l'antenne d'une voiture et essayer de forcer une autre et de s'enfuir. À part ça, voilà, tout va bien, t'es flic, mais non, tu le regardes. Et en prime, tu décides même d'aider Omar Sy d'un seul coup, tu sais même pas pourquoi en fait, pourquoi tu décides de l'aider. Ok, alors t'es peut-être touché par le fait que son enfant était kidnappé, qu'il a envie de retrouver le gosse, mais je veux dire, c'est quoi la justification, c'est quoi? Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été expliqué dans ce sens. Et donc là, t'as carrément le flic, tu sais, qui devient carrément le meilleur ami de Hassan, quoi. En gros, donc le rôle interprété par Omar Sy. Et c'est limite presque sa meuf, Ludivine Sagné, qui lui dit, hey, attends, moi, je vais appeler les flics et tout. C'est presque elle qui jouerait presque le rôle de flic. Et l'autre, genre, salut, je deviens ton meilleur ami, c'est cool, je t'ai cherché partout, et là, je te retrouve, et hop, je vais t'aider dans ta quête. Mais d'où ça sort? Mais je veux dire, d'où des scénaristes valident des trucs pareils, quoi. Moi, je ne comprends pas, mais je comprends pas comment on peut valider des choses comme ça. C'est pas possible. Bon, après, alors évidemment, je te passe sur oh merde, putain, j'ai pas de réseau. Ah, tu te dis, ah bah tiens, bah, ça fait un petit conflit, c'est une petite difficulté. Mais ouais, mais il y a pas de réseau, il y a pas de GPS. Ah, d'accord, on est en 2021, il y a pas de GPS dans les voitures. Bon, d'accord. Mais par contre, il y a 3 cartes routières dans la boîte à gants. Et ouais, yes. Bon, allez, pourquoi pas, je passe là-dessus, parce que même moi, dans ma voiture, moi, j'ai gardé aussi des vieilles cartes routières. Bon, pourquoi pas. Allez. C'est pas le pire que j'ai vu dans cette saison 2, très franchement. Alors après, il y a ces fameuses pensées dialoguées, ce que j'appelle les pensées dialoguées. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, tu as le personnage d'Hassan qui est en panique, qui doit rechercher son fils au début, tu vois, mais il a le temps de te faire une petite pensée comme ça sur la police, tu vois, genre il est en train de bouger, comme ça, il est en panique, et puis d'un seul coup, il va te sortir une petite phrase sur la police. Ouais, tu sais, la police, quand elle est pas incompétente, elle est corrompue. Et là, tu fais, ouais, ok, mais tu vois, enfin, ce genre de pensée dialoguée, je sais pas, peut-être dis-le à un autre moment, quoi, mais pas au moment où t'es en panique, où tu recherches ton gosse, où c'est la tension de partout. Non, t'as pas le temps, voilà, de lancer un débat, quoi, tu vois, de lancer un débat sur la police, quoi, tu vois. Donc, si tu vois, c'est ce genre de choses que moi j'estime extrêmement mal écrites. C'est-à-dire, en gros, on te colle, comment dire, des analyses sur des choses, alors que c'est vraiment ni le lieu ni le moment, si tu veux, pour que le personnage te dise un truc pareil, quoi. C'est juste impensable pour moi. Alors après, il y a évidemment des choses qui tombent très bien, parce que, évidemment, par rapport à ce premier épisode, tu as le coup de la maison vide, tu sais, la vieille maison abandonnée avec des toiles d'araignée partout. Alors évidemment, on insiste bien, tu sais, sur les toiles d'araignée, comme si la maison c'était un vieux temple, tu sais, comme dans le premier Indiana Jones, quoi. Bon, bref. Et donc là, ça tombe super bien, parce que, bah, t'as plein de carabines, hein, voilà. T'as 50 000 carabines, en plus avec des cartouches dedans. Bon, bref, il n'y a pas de souci, tout est là, tout est à disposition des personnages pour que tu aies une éventuelle gunfight. Tu vois, donc voilà, c'est ça aussi qui est bien dans Lupin, c'est que tu as plein de choses, voilà, qui vont amener des choses. Sauf que ils vont même pas dans la gunfight. C'est-à-dire que toi, tu t'attends, à la limite, tu te dis bon allez, ok, tout ça c'est facile, mais bon allez, pourquoi pas, ça va être sympa en termes de scène d'action, voilà, une petite gunfight. Et en fait, ils y vont même pas, quoi. C'est-à-dire qu'après, ça se transforme en vulgaire combat au corps à corps, et puis ça s'arrête là, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont même pas au bout d'une intention, ils vont même pas au bout de leurs idées, en fait. C'est ça le gros problème aussi de cette série. Et puis là où tu te dis que ça pourrait être pas mal, ou là, ah, ça ose, c'est la fameuse mort du fils. Enfin, disons que tu crois qu'à la fin de l'épisode, ça y est, le fils est mort, enfermé dans le coffre. Même si tu vois à 1000 km à la ronde que le fils ne soit pas mort, parce que dans cette série, je te le redis, c'est tellement ta gueule, c'est magique, que de toute façon, tu te dis, bah oui, d'un coup de baguette magique, de toute façon, le fils, il sera plus mort, quoi. Bon. Et donc, dans l'épisode qui commence juste après, donc, eh ben non, en fait, il est pas mort parce que le flic, enfin oui, voilà, le flic, donc devenu ami d'Omar Sy, qui a été, comment dire, menotté dans la voiture, donc d'Omar Sy, eh ben, il va attendre, en fait, le soir, pour taper dans la vitre et enfin se libérer, tu vois, et pouvoir sortir de la voiture. C'est-à-dire qu'il aurait pu le faire toute la journée, il avait 5 heures pour le faire, mais non, il va attendre le moment où il peut sauver ce fils dans la voiture enflammée. Non, il ne le fera pas avant, et il le fera à ce moment-là. Et ouais, ça tombe très bien, tu vois. Et puis il galère pas trop, tu vois, pour le sauver, ça va, la voiture est complètement enflammée, mais ouais, c'est bon, t'inquiète, je vais te sortir, tu vois, pas de souci. Et hop, il arrive à le sortir, tout va bien, et hop, ça y est, c'est fini. Donc quelque chose qui pouvait être osé, quelque chose qui pouvait être fort, même dans le récit, à savoir peut-être la mort de cet enfant, eh ben, ils y vont même pas non plus, c'est dommage, c'était une bonne idée, et ça aurait pu apporter quelque chose de neuf, de fort, peut-être même de révéler des failles dans le personnage de ce fameux Hassan, parce que moi, ce que je reproche aussi à Lupin, notamment, c'est encore un problème d'écriture, c'est que ce personnage, il a zéro faille. Enfin, je veux dire, à part, oui, être traité comme une personne plus ou moins toxique par sa femme, bon ok, mais c'est
la seule personne qui lui en veut hein, sur cette terre. À part ça, ce Hassan, il est super bien, il est très lisse, il est sans faille, il n'a aucune part d'ombre, tu vois, c'est le genre d'être humain, Hassan, tu vois, qui est parfait, tu vois, ça existe, voilà, et c'est dans Lupin, voilà, et il a zéro faille, à part, voilà, juste le truc que va lui reprocher son ex-femme, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et donc, ça, pour moi, c'est aussi un gros problème d'écriture, parce que, éventuellement, dans cette saison 2, on pouvait même exploiter, en fait, tu vois, les failles du personnage, la zone d'ombre, tout ça. Rien à foutre, il est lisse, on dirait James Bond, voilà, et puis ça y est, c'est parti, quoi. Même James Bond a plus de failles, quoi, c'est pour te dire. Alors après, pareil, des trucs faciles pour laisser échapper le personnage, voilà, il chope enfin le mec, il chope Hassan, tu vois. Et puis, hey, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ah bah, ouais, ok, vas-y, tu vois. Sachant que le mec, il s'échappe de toutes les situations possibles et imaginables. C'est juste là, bon allez, hop, je vais aux toilettes. Tu sais évidemment qu'il va s'échapper, qu'il va leur échapper, gna gna gna, blablabla. Enfin, tout ça est d'une facilité tellement déconcertante que tu te dis à un moment donné, mais comment vous avez écrit votre scénar? Je comprends pas. Alors après, pareil, la façon dont il va récupérer son fils, c'est d'une facilité déconcertante, alors que ça constitue quand même, je dirais, l'enjeu majeur de la fin de la première saison et de ce début de saison, justement. Et là, ça se fait en 2-2, bim, boum, bam, ça y est, bam, je te sauve, etc. Et puis surtout, alors il y a vraiment des illogismes, hein, il y a même des contradictions dans les personnages, parce que le personnage interprété par Ludivine Sagné, donc sa femme, qui considère toujours ce personnage comme un personnage toxique, elle veut éloigner son fils de ce fameux Hassan, eh ben, au moment où elle a peut-être une tentative justement de l'éloigner véritablement de lui parce que Hassan va se faire choper dans l'immeuble, dans l'appartement, eh ben elle lui fait non, vas-y, cours, échappe-toi. Et juste la scène d'après, elle fait ouais putain, ton père il est vraiment toxique, hein, faut vraiment que je l'éloigne de toi. Bah t'as envie de lui dire bah il fallait le faire juste la scène d'avant en fait, voilà, il suffisait juste de jouer presque même un deuxième antagoniste sur l'antagoniste, c'est-à-dire de devenir en fait pas la méchante de l'histoire, mais disons voilà, être logique par rapport à ce que ressent cette femme. Elle veut absolument éloigner de son fils de cet homme. Bon bah là t'as l'occasion, vas-y fais-le. Mais non, voilà, c'est tellement écrit, je sais pas comment, avec les pieds quoi, ce scénario, que bah voilà, on part même dans des contradictions de personnages. Enfin c'est n'importe quoi, c'est absolument n'importe quoi. Alors après, bon comme je disais, au niveau de la réal, c'est très propre. Alors voilà, il va y avoir même Hugo Gélin à la réal. Bon moi après ce que je vais reprocher, si tu veux, c'est la com de Netflix qui est autour de ouais nous on voulait reconstituer un Paris authentique, etc., etc. Alors, excusez-moi quoi, mais c'est un peu mi-figue mi-raisin sur cette question. C'est-à-dire que si des fois, oui, on peut découvrir un Paris très populaire, mais pas tout le temps, j'ai envie de te dire que je trouve l'entreprise un petit peu ratée. C'est-à-dire que, voilà, tu veux voir un Paris populaire, bah regarde tous les Paris, regarde tous les films des années 70, 80, de Lautner et compagnie, même de Truffaut. Alors oui, c'est l'ancien Paris, bien sûr, mais là, je trouve quand même, on n'est pas dans Emily in Paris, si tu veux, mais je comprends que la série puisse marcher auprès des Américains, tu vois, parce que c'est quand même un Paris, allez, quand même cool, tu vois, un Paris assez joli, un Paris un peu carte postale parfois quand même dans Lupin. Donc si tu veux, t'as toute la presse internationale qui va s'emballer derrière. Ah ouais, putain, Lupin, c'est super beau parce que tu comprends Paris, oh là là, c'est magnifique. Mais on est quand même pas loin de cette imagerie carte postale. Donc si tu veux essayer de recréer une espèce d'authenticité par rapport, soi-disant, ouais, au vrai Paris et tout, excusez-moi de contester un peu ce truc-là. Et puis surtout quand Hugo Gélin utilise une musique, mais alors il n'y a pas plus américaine que cette musique-là, lors d'une scène d'escapade à moto, voilà, enfin à scooter plutôt, voilà, donc il s'échappe, machin, puis t'as la grosse musique américaine. Donc si tu veux, en termes de recréation, si tu veux, d'un Paris authentique, d'un produit purement français, j'ai quand même un peu de doute. Alors après, il y a toutes les phases dans les catacombes, bon, qui pour moi ne servent absolument à rien, où il n'y a même pas d'inventivité dans la mise en scène. C'est juste histoire de dire que, hey, t'as vu, je suis Hugo Gélin et j'ai carrément tourné dans les catacombes, quoi. Oh, yes, je me suis trop fait plaisir en tant que réal. Mais une fois de plus, t'as envie de lui dire, ouais, mais tu t'es fait plaisir en tant que réalisateur. Mais qu'est-ce que ça apporte à l'histoire? Qu'est-ce que, voilà, est-ce que c'était pas en trop tout ça? Voilà. Alors ok, tu t'es fait plaisir, c'est cool. T'as utilisé la vraie échelle, comme Nolan, il utilise des vrais avions pour faire péter des aéroports ou je sais pas quoi. Mais en même temps, le scénario derrière ne suit pas, quoi. Et moi, c'est ça qui va m'intéresser quelque part, tu vois. Pareil pour le matériel, si tu veux, que possède Hassan dans son QG. Putain, c'est quand même fort de café, quoi. Le mec, il a un matériel,
Mais même la CTU, dans 24 heures chrono, ils ont pas ça, quoi. Tu vois, même Jack Bauer, il a pas ça, quoi. Il a pas ce matos, quoi. Alors là, il peut tout faire. Il peut transformer les bandeaux, tu sais, sur les JT. Il peut il peut faire tout ce qu'il veut à distance, machin. Enfin, je veux dire, même James Bond, il y a pas tout ça, quoi. Tu vois, là, c'est, mais du what the fuck total, hein. Non, mais vraiment, quoi. C'est pour ça que je te dis, en fait, dans cette série, tout est comme ça, quoi. C'est-à-dire, tout est facile. Il y a un problème sur un bandeau, il faut le changer. Attends, je le fais à distance, t'inquiète, pas de problème. J'ai tout le matos pour le faire. Mais ouais, bien sûr, quoi. Ouais, bien sûr, tu vas me faire croire ça. Non, mais tout est comme ça et c'est absolument mais n'importe quoi. Alors après, évidemment, cette saison veut se terminer en apothéose finale dans une espèce de feu d'artifice. Là, je dirais que la mise en scène est un peu plus inspirée quand même parce que on va faire dérouler toute cette séquence de poursuite dans le théâtre du Châtelet. En tout cas dans les coulisses du théâtre de Châtelet. Alors, bon, j'ai envie de te dire que cette phase-là, c'est un peu repris du cinéma américain. On le voit notamment dans L'homme qui en savait trop. On le voit aussi dans d'autres films. Tu sais, ce coup du théâtre qu'on te fait en fin de film. Bon, parce que ça donne une espèce, voilà, de présence, de prestance comme ça, magnifique à la scène. Bon, souvent, quand ça a un rapport, si tu veux, avec ce qui se passe, c'est mieux. Là, je dirais pas que c'est pas le cas, mais disons qu'on a encore des choses, mais qui ne fonctionnent absolument pas. Parce que si toute la séquence de course-poursuite, et ça c'est bien réalisé, la façon dont il va choper l'antagoniste principal, c'est plutôt pas mal, ok, c'est bien, il y a de la tension, je ne dis pas, tu vois, je critique pas tout non plus, bon, mais c'est juste la fin où t'as Omar Sy qui arrive sur scène, quoi, il arrive, quoi, en plein milieu de la scène comme ça, t'as une escouade de flics qui arrivent des deux côtés de la scène. Alors je sais plus si c'est la BRI ou je sais pas quoi, enfin tu sais des flics mais méga aguerris, méga entraînés. Ils sont tous les deux là et là d'un seul coup la lumière s'éteint et ta gueule c'est magique, il disparaît et hop, ah bah comme par hasard les flics n'ont plus du tout sa trace. Alors que va savoir c'est peut-être les mêmes flics qui ont arrêté les terroristes au Bataclan, quoi, tu vois. Donc il y a un moment donné, arrêtez, quoi. Je veux bien de la magie, je veux bien rêver avec des personnages de gentleman cambrioleurs et que rien de dingue ne peut lui arriver, d'accord, quoi, mais un minimum de crédibilité quand même, juste un minimum. Moi je suis pas trop casse-couille sur les histoires de cohérence, tout ça à tout prix, ça des fois je m'en fous un peu, mais là c'est juste mais pas logique, quoi. Ça ne peut pas se passer dans la vie, non, tu ne peux pas disparaître comme ça alors que tu es entouré d'une escouade de flics des deux côtés de la scène. Non, tu peux pas me faire croire un truc pareil, je n'achète pas cette idée, tu ne peux pas me la vendre, c'est pas possible, voilà, ça je suis désolé, quoi. Alors après le mec, voilà, il s'échappe, il arrive en bateau, machin, truc, voilà, le bateau était là au bon endroit, etc. Bon bref, tout est comme ça, c'est juste insupportable, voilà, et tout va se terminer comme ça, et puis hop, fin, rideau, ok, très bien, mais il va quand même ne pas pouvoir rester avec sa femme et son gosse, parce que, bah évidemment, il a tous les flics à ses trousses, mais avant que quand même les flics arrivent sur le pont, il a eu quand même de faire toute sa traversée en bateau en mode, t'as vu comment c'est cool, je suis poursuivi par tous les flics de Paris, mais j'arrive à être sur la scène comme ça, et hop, en bateau, et arriver tranquille, tel un chevalier auprès de ma femme et de mon fils. Bon, ouais, c'est merveilleux. Et puis après, à la fin, il est quand même obligé de se barrer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette saison 2 qui est pour moi une catastrophe. Vous avez le droit d'aimer, hein, bien sûr. J'ai le droit aussi de ne pas aimer, de dire pourquoi je n'aime pas. Vous avez tout à fait le droit d'aimer, bien sûr. Vous avez le droit d'apprécier, vous avez le droit de rêver même. Si ça vous fait rêver, tant mieux. Moi, le problème, c'est que trop de choses comme ça, trop de facilité dans le scénario, avec un scénario écrit, mais alors mais vraiment comme une merde, quoi. C'est pas possible, il n'y a pas d'autre mot. Moi, je suis désolé. Sans compter aussi, ce que j'ai pas dit, sans compter les épisodes en milieu de saison qui sont d'un chiant, mais incroyable. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils avaient le théâtre. Tu vois, la fameuse séquence du théâtre qui est plutôt sympa à se réserver pour la fin. Ils se sont dit, bah attends, comment on meuble là? Parce qu'on n'a plus grand-chose à raconter en fait. Et donc ils vont te raconter, ils vont te passer 2 épisodes d'un chiant, mais où tu t'ennuies, où il se passe rien. Alors que je dirais finalement en première partie de saison, bah, il se passe déjà plus de trucs. Alors oui, c'est totalement what the fuck, c'est n'importe quoi, c'est écrit comme les pieds, mais au moins tu t'ennuies pas si tu veux. Voilà, t'as des courses-poursuites, t'as des machins, des gunfights, des conneries, tu t'ennuies pas. Mais à un moment donné, ça se plante, quoi, et t'as des champs contre champs entre les personnages, et il se passe rien, c'est long, des tunnels de dialogue, ça n'en finit plus. Donc voilà, cette saison 2 pour moi, c'est une catastrophe. Elle est renouvelée normalement pour une saison 3. Je ne vous garantis pas que je ferai la critique parce que, tu sais, c'est un peu comme Casa de Papel, quoi, hein. C'est un peu le syndrome de ça. C'est-à-dire Casa de Papel, ouais, c'est super sur la forme, c'est hyper plaisant, le concept et tout ce que tu veux, mais il y a un moment donné, au bout de la 2e saison, tu fais, arrêtez de me prendre pour des cons quand même, parce qu'il y a trop d'incohérences. Il y en a trop. C'est n'importe quoi. Il peut se passer n'importe quoi. Donc, il y a un moment donné, non, moi, ça, je ne peux plus suivre. On verra si je fais la saison 3, mais
Très honnêtement, je n'en suis pas certain. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!